Bonjour, bonsoir les chimistes. Alors, dans cette petite vidéo, on va aborder la correction de l'exercice sur l'étude du fulvène. Donc, l'énoncé de l'exercice est dans la description, donc vous pouvez le télécharger facilement. Alors, je ne vais pas relire tout l'énoncé, puisque normalement vous l'avez sous les yeux. Donc, il s'agit du fulvène qui est représenté ici, qu'on va étudier, et donc je vais reporter sa numérotation. Hop, comme ceci. Et donc cet exercice concerne les orbitales moléculaires du fulvène et puis leur utilisation pour prédire la réactivité face à un électrophile et puis à un nucléophile. Voilà, alors ça s'appuie sur une méthode qui est plus trop utilisée, qui est la méthode Huckel, enfin qui est plus trop utilisée dans notre cas à nous, qui est la méthode Huckel simple, mais nous on n'a rien besoin de connaître sur cette méthode, on va simplement en utiliser les résultats. Donc comme vous le voyez, les énergies sont fournies, l'expression des orbitales moléculaires sont fournies et il s'agit des orbitales moléculaires de symétrie pi. Donc quelque part, chaque carbone donne une orbitale, c'est normal qu'on ait à la fin 6 orbitales moléculaires. Attention, les constantes alpha et bêta sont négatives, donc il ne faudra pas se planter dans l'ordre énergétique et ça c'est assez classique. Alors on est parti. Dans la première question, on vous demande de placer les 6 niveaux d'énergie de E1 à E6 sur un axe vertical gradué. Et le nombre d'électrons pi étant égal au nombre d'électrons délocalisables dans le fulvène, on va indiquer le remplissage de ces orbitales. Bon, tout d'abord, on commence par faire un axe vertical pour placer l'énergie. Et puis, on va avoir 6 niveaux d'énergie. Et au total, si on regarde la structure du fulvène, vous voyez qu'on va avoir 3 doublets d'électrons délocalisables qui sont conjugués. J'ai une alternance liaison double, liaison simple, liaison double, liaison simple, liaison double, liaison simple. Donc 3 doublets délocalisables, ce qui nous fait 6 électrons. Et donc, on nous dit dans l'énoncé que le nombre d'électrons délocalisables, c'est le nombre d'électrons pi. Donc on va pouvoir ici effectuer le remplissage électronique. Et du coup, ça va nous permettre d'identifier directement les orbitales frontalières du fulvène. Donc à savoir qu'ici on a l'AHO et ici l'ABV. On nous demande maintenant de représenter les orbitales HO et BV du fulvène en s'appuyant sur leur expression mathématique. Donc là, on y va. Je vais commencer par l'orbital BV. Donc tout d'abord, je vais replacer le squelette du fulvène. Et puis là, il faut regarder deux choses. Un, le coefficient qui est donné. Donc par exemple, dans la BV, on va voir que pour l'atome 1, le coefficient vaut 0,75. Et c'est le plus gros de tous les coefficients en valeur absolue. Les autres valent moins 0,19, moins 0,35, 0,28, 0,28 et moins 0,35. Donc on va mettre ça ici, donc c'est qualitatif. Donc ça va être ma plus grosse contribution sur l'atome 1. Et puis ensuite, on voit qu'on a une petite contribution sur l'atome 2 de signe opposé. Donc là, je fais attention, ça veut dire que sur l'atome 2, la fonction d'onde est négative vers nous et positive de l'autre côté. Et puis, je vais faire ça pour chaque atome, en faisant attention à ne pas me planter. Et éventuellement, pour plus de clarté, à la fin, je peux rajouter les valeurs des coefficients. D'accord? Donc je vais les ajouter en bleu. Donc effectivement, on en a un coefficient de 0,75 sur l'atome 1. Sur l'atome 2, j'ai un coefficient qui vaut moins 0,19. Ensuite, sur les atomes 3 et 6, j'ai des coefficients qui valent moins 0,35 et moins 0,35 en fait des deux côtés. Et puis pour les deux derniers, dans la BV, j'ai des coefficients qui valent 0,28. Voilà. Donc vous voyez, la taille des lobes que je présente, elle est en gros proportionnelle aux valeurs absolues des coefficients. Et puis je dois tenir compte des changements de signe. Maintenant, on va faire le même travail pour l'orbital haute-occupée. Même chose, je représente le squelette de la molécule comme support. Là, on voit que sur les atomes 1 et 2, il n'y a pas de contribution du tout. Et puis pour les atomes 3 et 6, là j'ai des contributions plus fortes à hauteur de, que je ne dise pas de bêtises, moins 0,60.
et des contributions plus faibles ici. Voilà. D'ailleurs, si je veux être cohérent au niveau du signe par rapport à l'orbitale précédente, j'aurais pu tout inverser, hein, puisque là, on voit que pour un coefficient négatif, j'ai fait un lobe positif vers nous. Après, ce qui va compter, c'est pas le signe global de l'orbitale, mais ce sont les changements de signe au sein de l'orbitale. D'ailleurs, petite remarque complémentaire, vous pouvez observer ici que dans l'orbitale HO, je vais avoir un changement de signe ici, un changement de signe ici, ce qui correspond à 2 surfaces nodales, en plus de la surface nodale qui est le plan de la molécule. Alors que dans cette orbitale-là, j'ai un changement de signe entre 1 et 2, un changement de signe entre 3 et 4, et un changement de signe entre 5 et 6. Donc on voit bien que dans l'orbitale BV, j'ai une surface nodale en plus que dans la HO, ce qui est tout à fait logique, hein, puisqu'elle est un niveau d'énergie au-dessus. Ensuite, on cherche à comparer le fulvène à un alcène. Donc on dit qu'effectivement, le fulvène est un alcène, ok. Est-il plus réactif que l'éthylène vis-à-vis d'un électrophile? D'accord? Alors, eh bien pour ça, il faut regarder la HO pour savoir entre l'éthylène ou le fulvène qui est le plus nucléophile. Eh ben, on va se rappeler qu'un nucléophile, je vais écrire dans la même couleur, un nucléophile est d'autant plus fort que sa HO est haute en énergie. Sous contrôle cinétique frontalier, bien sûr. Donc là, il suffit de comparer les HO. Hein. Donc l'énergie de la HO pour le fulvène, l'énergie de la HO, c'est E3. Et donc E3, c'est alpha plus 0,618 bêta. Et puis pour l'éthylène, l'énergie de la HO, c'est alpha plus bêta d'après l'énoncé. Donc on voit que l'énergie de la HO de l'éthylène est inférieure à l'énergie de la HO du fulvène. Donc le fulvène est plus nucléophile. Bon, et par la théorie des orbitales frontalières, prévoir sur quel atome de carbone se fera préférentiellement l'addition de l'électrophile, pour le coup. Là, on a utilisé, donc, pour ce qui est savoir qui est le nucléophile le plus fort, on a utilisé le premier critère, à savoir le critère énergétique. Et puis maintenant, on va regarder le critère de recouvrement. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, il faut regarder quel est le plus gros coefficient dans la HO, hein, donc le site le plus nucléophile. Est celui qui porte le plus gros coefficient dans la HO. Donc ça vient du principe de recouvrement maximal. On cherche simplement à maximiser le recouvrement. Et du coup, si on regarde la HO ici, je reviens dessus, on voit que c'est l'atome qui est ici et ici. Hein. Donc il s'agit, si vous regardez la numérotation, ce sont les carbones 3 et 6. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais pouvoir facilement représenter l'étape d'addition d'un électrophile. Par exemple, de la manière suivante. Donc l'électrophile, je le modélise par E+. Et du coup, l'électrophile va s'additionner sur l'atome 3 ou 6. Ce qui va laisser une lacune et une charge plus sur l'autre atome de l'alcène, hein, qui a donné la double liaison. Et puis là, on constate quelque part que on arrive à un produit qui est relativement stabilisé grâce à la mésomérie. Puisqu'ici, vous voyez, je peux écrire
3 formules mésomères au total. Et voilà ce que ça nous donne. Pouvait-on prévoir ce résultat sans la théorie des orbitales frontalières, écrire le ou les composés par réaction avec l'électrophile H+? Alors, la réponse n'est pas évidente. Là, en fait, il faudrait faire appel au postulat de Hammond, ce qui nécessite quand même de mettre en place certaines hypothèses. Alors, il y a une vidéo dans laquelle j'en avais un petit peu parlé, c'était l'hydratation des alcènes, donc je mettrai le lien dans la description, et puis dans cette même vidéo, voilà, enfin, il y a des choses sur le postulat de Hammond. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Enfin, qu'est-ce que ça disait? C'est que si on est sous contrôle cinétique, en utilisant le postulat de Hammond, on arrive à dire finalement qu'on va former majoritairement, au cours de ce type d'addition, le carbocation le plus stable, y compris sous contrôle cinétique, hein. Donc ce point est détaillé dans une autre vidéo que je mets en description. Mais si on admet ça, eh bien on se dit il faut regarder les différents cations qu'on peut obtenir et comparer leur stabilité. Donc admettons que j'envisage un autre régioisomère qui soit par exemple celui où l'électrophile va se fixer de ce côté-là, c'est-à-dire sur le carbone numéro 4. Dans ce cas-là, la lacune électronique et la charge plus sont décalées ici. Et puis là, on est parti pour écrire les formes mésomères. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc là, je peux écrire une première forme mésomère comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, vous avez beau essayer, vous allez vous rendre compte que cette double liaison, elle est pas délocalisable, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, elle ne permet pas de délocaliser la charge positive, pardon. C'est-à-dire que j'ai conjugaison entre ces deux doubles liaisons, mais j'ai aucun moyen d'écrire une forme mésomère grâce à cette double liaison qui stabilise la charge. Et donc là, je me retrouve effectivement avec un carbocation qui ne possède que deux formules mésomères. Alors, on peut essayer, on peut ensuite essayer d'autres choses. C'est-à-dire que je peux aussi envisager une autre possibilité où ça serait cette liaison-là qui vient capter l'électrophile. Donc, dans ce cas, je peux me retrouver avec, par exemple, ce composé-là. Donc là, si vous regardez bien, en fait, on va avoir trois formes mésomères. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? C'est-à-dire que là, avec la mésomérie, on se dit, ok, j'ai trois formes mésomères, il doit être à peu près aussi stable que celui que j'ai là-haut. Et donc, là, sans la théorie des orbitales frontalières, non, on ne peut pas trancher. Puis je vous en montre un dernier, hein. Ou bien, on peut imaginer encore le régioisomère suivant, c'est-à-dire que l'électrophile se fixe ici, et du coup, la charge plus est terminale. Alors là, on a quelque chose d'extrêmement instable, hein, puisque la charge positive, déjà, elle est sur un carbocation primaire, et en plus, elle n'est pas délocalisable, puisqu'il n'y a pas de mésomérie, hein. Donc là, lui, c'est très instable, il ne se formera pas à coup sûr. Bon, pour répondre à la question, bien la réponse est oui, on aurait pu répondre avec le postulat de Hammond si on n'avait pas eu ce troisième carbocation qui présente également trois formes mésomères. Et donc là, en fait, pour trancher entre ces deux-là, on utilise bien la théorie des orbitales frontalières. Elle est donc plus puissante que les outils que nous avions en chimie classique. Allez, on continue. Donc dans la question 3, on nous dit que le fulvène peut aussi jouer le rôle d'électrophile et on compare sa réactivité lors de l'addition nucléophile du chlorure de méthylmagnésium à celle de ce même organomagnésiien sur la propanone. Alors, Pouc, attendez, je vais... 2, en fait, j'ai fait la question 2. Oui, j'ai fait la question 2. Et donc, on va aller par ici, hop, faire la question 3. Bien alors, 3 petits A. Bon, déjà, on nous demande de proposer un schéma réactionnel pour l'addition nucléophile du chlorure de méthylmagnésium sur l'acétone suivi d'une hydrolyse en milieu acide. Bon, là, très classique, hein, donc je vais avoir les deux réactifs ici. Je rappelle très rapidement, hein, les charges partielles. On a l'électrophile qui est sur le carbone,
pour l'acétone et le nucléophile sur le magnésium. Donc là, on est dans une réaction classique de création de liaison carbone-carbone. Donc on a une simple addition nucléophile bimoléculaire, que je note AN2. Et du coup, on se retrouve avec ici un alcoolate plus MgCl+. Et puis au niveau de l'hydrolyse, en fait, je vais simplement écrire l'équation de la réaction de l'hydrolyse ultérieure. Donc l'alcoolate plus MgCl+, plus H3O+, qui va nous donner l'alcool, qui est le produit de la réaction, plus Mg2+, plus Cl-, plus H2O. Donc l'intérêt de l'étape d'hydrolyse, ça va bien être de protoner l'alcoolate en alcool. On travaille en milieu acide pour éviter aussi la formation d'un précipité MgOH 2 fois. D'accord, donc c'est aussi un des intérêts du milieu acide, mais milieu acide pas trop fort parce que sinon on risquerait de déshydrater l'alcool. En milieu acide fort, un alcool tertiaire comme ça se déshydrate assez facilement. Par ailleurs, lorsque vous représentez l'hydrolyse, il faut passer de la paire d'ions MgCl+, ici, à deux ions dissociés qui vont être solvatés par l'eau, Mg2+, et Cl-. Bon, ça c'était une petite question très proche du cours pour se chauffer. Maintenant, petit b. On désire étudier cette réaction par la théorie des orbitales frontalières. L'acétone intervient-elle par sa HO ou sa BV? Bon, donc là, on fait clairement référence à la première étape, donc l'interaction prépondérante. À partir du moment où on sait qui est le nucléophile, qui est l'électrophile, l'interaction prépondérante, c'est entre la HO du nucléophile et la BV de l'électrophile. Donc ici, ça va être HO de CH3MgCl avec la BV de l'acétone. Donc c'est bien la BV qu'il faut regarder. Petit c, on veut comparer la réactivité de l'acétone et du fulvène. Donc on a un logiciel de calcul qui donne l'énergie, la forme de la HO et de la BV de l'acétone. Donc on sait que c'est la BV qu'il faut regarder avec une énergie de 0,84 électronvolts. Et on nous demande de déduire des orbitales frontalières, laquelle de ces deux molécules est la plus réactive vis-à-vis de l'organomagnésium. Et on pourrait utiliser Orbimol. Donc là je vais sur Orbimol, alors je vous mets un lien vers Orbimol dans la description. Mais vous n'en avez pas besoin, il suffit de le taper dans Google et vous le trouvez. Et en fait, on va trouver que la BV, donc l'énergie de la BV du fulvène, sur Orbimol, elle est de moins 0,44 avec l'arrondi électronvolts. Alors que l'énergie de la BV de l'acétone, qui est donnée dans l'énoncé, elle est de 0,84 électronvolts. D'accord ? On a donc le fulvène, qui est un électrophile plus fort. Que l'acétone, qu'on devrait plutôt appeler propanone. Et puis enfin, on va quand même déterminer quel est le produit issu de l'addition de l'organomagnésium sur le fulvène. Donc là, il suffit de regarder l'ABV. Donc l'ABV, on l'avait dessiné ici. Hop, vous voyez. Et pour trouver le site le plus électrophile dans le fulvène, on regarde l'ABV, et puis le plus gros coefficient en valeur absolue se trouve sur l'atome 1. C'est donc ici que l'organomagnésium devrait venir s'additionner. Donc ça, on va le représenter, tant qu'à faire. Hop. Donc ça nous donnerait une addition nucléophile qui serait comme ceci. Avec ici, vous voyez, en plus, un carbanion qui va être stabilisé. Voilà, et donc le CH3 qui arrive là, plus MgCl+. Donc on arrive bien aux ions qui sont donnés juste plus bas. Quatrième question, cette fois on cherche à prévoir dans le cas du fulvène en s'appuyant sur les orbitales frontalières le produit majoritaire obtenu après hydrolyse. Donc là en fait on va regarder les orbitales de l'anion, les orbitales frontalières de l'anion, et puis en particulier
on va regarder sa HO, puisque en fait, c'est lui qui joue le rôle de donneur d'électrons, hein, l'étape d'hydrolyse. En fait, si on la modélise juste avec H+, c'est un peu ce que sous-entend l'énoncé. Bon, ce serait simplement ça, hein. Ce serait une réaction entre ces deux composés-là. Sauf que, si vous regardez bien, la charge négative, elle est stabilisée à plusieurs endroits. Elle a 3 sites où on peut la positionner. Pardon, je dis n'importe quoi, 5. On peut la délocaliser sur 5 formes mésomères. Hein, d'accord? Ça, je vais le noter. 5 formules mésomères. Et selon le site qui va être protoné lors de l'hydrolyse, on n'aura pas le même produit. Donc, c'est important de savoir où regarder. Alors, on vous donne la HO. Et quand on regarde la HO, eh bien, on se rend compte que le plus gros coef, il est sur C1. C'est donc le carbone 1 qui va se protoner et on obtiendra ce composé-là. Dans la question 5, on a un exemple d'utilisation en synthèse et en s'appuyant sur le résultat précédent, on vous demande de proposer un mécanisme. Donc on va commencer par représenter la molécule. Donc là, normalement, vous reconnaissez un motif qui fait fâcheusement penser au fulvène. Donc là, je vais modéliser l'organocuprate lithier par CH3M comme le suggère l'énoncé. Et puis là, c'est relativement simple, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours le nucléophile qui est le carbone de l'organométallique et qui peut aller s'additionner. Là, il a le choix entre une cétone et un fulvène. Mais on a vu dans la question 3C que c'était le fulvène qui était le plus électrophile. Et on a vu également qu'il réagissait par l'atome 1, donc par la terminale. Donc si on réutilise ce qu'on a fait dans la question précédente, on doit proposer une addition nucléophile qui va se faire comme ceci. Donc là, attention, pour ne pas vous planter, je pense qu'il est intéressant de numéroter vos atomes. Donc on va numéroter à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'aurais pu numéroter à partir de l'étape suivante. Donc là, on a une addition nucléophile bimoléculaire. Hop. Donc le méthyle qui s'est ajouté ici, et puis l'azoamocule qui est comme ça. Et puis là, du coup, on a créé un anion. Et puis cet anion, il ressemble fâcheusement à celui qui était là. Et donc on a vu que dans la HO, le plus gros coef, c'était le carbone 1, là, celui-là. Donc il nous paraît logique de proposer une addition avec le site le plus nucléophile sur le carbonylé, qui est un bon électrophile. Donc là, on a une... Ah, j'ai failli oublier plus M+. Là, on aurait une addition nucléophile intramoléculaire. Et du coup, si vous regardez bien, si on compte, on va former un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînons, ce qui correspond bien à ce qu'on a dans l'énoncé. Donc là, je fais mon cycle à 6 chaînons. Je vais avoir ici le cycle du fulvène. Un groupement au moins avec le CH3 qu'on n'oublie pas. Plus M+. Et de l'autre côté, on a aussi un CH3 ici. Et puis enfin, après hydrolyse ultérieure, on va protoner l'alcoolate et obtenir l'alcool souhaité. Et voilà. Bon, le métal, après, ça va dépendre de sa nature, mais il va se retrouver sous forme de cation métallique dans l'eau. Et donc ensuite, il faudra faire un traitement du brut réactionnel pour récupérer le composé d'intérêt. Bon, j'espère que cet exercice était assez formateur pour vous. Ce qu'il a permis de revoir globalement, c'était le remplissage d'un diagramme
d'énergie, la représentation des orbitales moléculaires à partir de leur expression mathématique. Et puis ensuite, on a vraiment exploité l'approximation des orbitales frontalières pour comparer la réactivité de deux électrophiles et puis aussi pour prévoir la radioactivité de certaines transformations. Voilà, donc c'est un exercice qui est mine de rien assez complet. Et puis on a vu comment étaient réinvestis ces résultats dans l'exemple d'une synthèse organique. Voilà, je vous mets les liens nécessaires dans la description et puis je vous souhaite de bonnes révisions. À bientôt.